Bonjour et bienvenue à bord pour cette nouvelle revue de l'actualité littéraire. Bonjour Niki. Bonjour Brice. Une actualité littéraire placée sous le signe de la plume et du pinceau. Pourquoi ? Parce que une exposition va bientôt réunir un écrivain et un peintre qui sont avec nous sur ce plateau. Paul Sulitzer et Erwan Kitty, bonjour. 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 Vous allez bien ? Nous allons très bien. Avec une voix suave, comme ça ne peut aller que mieux. 38 toiles, 38 romans. 51 millions d'exemplaires vendus, je vais arriver à le dire, dans le monde, dans 40 langues différentes, c'est ça Paul Lou ? À peu près, oui. 51 millions, c'est le chiffre que vous espérez atteindre pour cette exposition ? Non, absolument pas, non, restons modestes. Alors avant de voir quelques-unes de ces toiles, je vous propose de Erwan Kittiser pour reprendre, ou pour paraphraser, un vers de mon copain Alain Souchon. Alors Erwan Kitty, vous êtes belge, comme votre nom ne l'indique pas, un belge de Bruxelles, d'une excellente année au niveau du vin, oui, 1956. Effectivement. Un peu moins bonne au niveau politique, surtout en Hongrie. Bonne que l'année 46, la mienne. Oui. Le vin, c'était 20% cette année-là. 20%, c'est-à-dire ? Le 20%. Ah oui, d'accord, oui. Mais est-ce que c'était une bonne année ou une excellente année au niveau du vin ? Par rapport à aujourd'hui, une excellente année. Alors, Juan, vous avez déjà pendu des toiles dans toutes les galeries du monde. Vous avez, entre autres, conçu et réalisé le hall du Flanders Expo, pour ne citer que quelque chose pour résumer. Vous avez réalisé une des fameuses vaches bruxelloises, oui, il y a quelques années, qu'on a pu voir un peu partout. Vous êtes aussi créateur de meubles et de bijoux qui sont splendides, il faut le dire, Niki. On a eu l'occasion de les voir. Je fonds complètement sur les bijoux de... Ma femme aussi. On a bien compris. N'en parlez pas trop. On a bien compris l'appel du pied. Et alors récemment, vous avez réalisé une série de portraits de femmes célèbres maquillées, oui, donc de Nefertiti à Monica Bellucci, en passant par Bébé et Sophia Loren, et donc maquillées, mais vraiment maquillées. C'est effectivement avec du maquillage qu'elles sont réalisées. Donc c'est une première au niveau mondial. J'ai remarqué que les produits de maquillage, qui étaient organiques ou non organiques, tenaient très bien si vous voulez, dans le temps. Je les fixe. Et l'originalité, c'est que, si vous voulez, je fais des liftings gratuits à toute cette personnalité avec des vrais produits de maquillage. Et c'est somptueux, oui, comme on peut le voir en ce moment à l'écran. Une précision, mais cette oui, précision est étonnante, c'est que vous êtes autodidacte. Oui, à tout point de vue. Oui. Voilà. Autodidacte dans le sens que je suis contre toute forme d'académie. J'estime que tout le monde peut être artiste, comme vous êtes artiste dans ce que vous faites, comme Paul Lou est artiste dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Moi, je le suis dans mon domaine. L'art ne doit pas s'apprendre. Ce n'est pas pour moi académique. C'est ce qu'on ressent, en fait. J'ai la même chose en cuisine. J'adore cuisiner. Et je ressens le fait des plats que je réalise. Oui, voilà. Mais en fait, entre le fait d'aimer cuisiner oui, et de devenir un chef-coq, il y a quand même une marge. Entre le fait de vouloir être peintre... Je crois pas. Je crois que nos grands-mères, on en parle souvent, qui faisaient une cuisine adorable pour certaines personnes, avaient ça en eux, ils n'ont pas fait d'études non plus. Donc la cuisine, non, c'est un amour qu'on a de quelque chose. Je ne crois pas qu'il faut avoir les bases. Cette exposition donc, oui, de ces 38 livres de Paul Sulitzer, c'est 38 toiles, oui, monumentales, parce que vous aimez les grands... j'aime bien les grands formats. Voilà, ouais, on peut le dire. Alors c'est quoi? C'est inspiré après la lecture de ces livres? Comment ça s'est passé, la rencontre entre vous deux? Bon, c'est très simple. J'ai toujours admiré Paul Lou pour le personnage. Donc il y a des gens avec qui j'ai un feeling, même si je ne les connais pas, j'aimais bien le personnage. J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'un événement à Bruxelles. On a sympathisé, moi c'est tout ou rien, ou j'aime pas. Et ça a été la même chose avec lui, on a sympathisé tout de suite. Alors, mademoiselle Renée Richard, qui nous a présenté, qui était à l'époque présidente des femmes chefs d'entreprise, a émis l'idée de réaliser, d'une part, moi, les tableaux de tous les livres que Paul Lou avait écrits à l'époque. Mais je vous parle de ça il y a 10 ans, 12 ans, même plus. En plus. Voilà. C'est un vieux projet. Voilà. Alors, la vie a fait ce qu'elle a fait. Moi, j'avais d'autres expositions, j'avais pas le temps, lui n'avait pas le temps, puis on s'est revus une fois, deux fois, trois fois, puis on est devenus plus qu'amis. Et j'ai recommencé tout le projet il y a 1 an et demi.
Et voilà, je suis arrivé à ce résultat. Alors, si j'ai lu les livres de Paul Loup, tu m'excuseras, Paul Loup, mais j'en ai lu aucun. Ah bon. Je suis pas très roman, Oui. ou alors peut-être que je sais pas très bien lire assez vite. Mais disons, c'est le personnage qui m'intéresse. Oui. Et comme je le ressens de plus en plus, c'est vraiment une amitié qu'on a. Je connais Paul Loup. Et je sais ce qu'il est capable de mettre, comment il exprime. Et puis je l'entends parler de ses bouquins partout. Donc je connais un peu le contenu de ses bouquins, mais C'est pour ça que les toiles naissent par rapport au titre des livres. Je veux pas être influencé par la lecture en elle-même. Je veux pas me situer dans une région, dans un contexte, avec une vision d'un personnage, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait, ce que j'aimais bien, c'est bon, le Roi Rouge, ça invoque quelque chose pour moi, mais je veux rester moi-même. Je ne veux pas devenir Paul Loup ou je veux rester moi-même. Donc c'est pour ça que les tableaux sont suivant mon inspiration par rapport à une base de titre. Alors la preuve par l'exemple, on va ressortir 2 livres qui ont été publiés il y a à peu près combien de temps, Paul Loup? 22-23 ans. Hein. Oui. Donc c'est Anna Qui ont été et l'impératrice. Un de mes grands succès mondiaux, c'était Anna et celui d'Impératrice, qui ont été publiés il y a une vingtaine d'années. Alors on va voir maintenant à l'écran ce que ça devient avec Rohan Kitty. On pense d'emblée à un peintre là, On parle duquel? de Anna. De Anna. Oui, mais Anna, je savais qu'Anna, d'après Paul Loup, c'était l'histoire d'Helena Rubinstein. Bon, il s'avère qu'Helena Rubinstein, je connaissais, je savais un peu de sa vie, etc. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, je faisais des produits maquillés, ça allait de soi que c'était pour Helena Rubinstein. Et j'ai fait un clin d'œil à Klim, qui était un artiste très connu de cette époque, après, je ne le savais pas, mais qu'après Paul Loup m'a dit que effectivement Anna aimait cet artiste. J'ai mis beaucoup de mon âme là-dedans et puis c'est arrivé à ça. Voilà. Mais là vous l'avez montré. Alors autre exemple, l'enfant des 7 mers. Ah oui, là c'est assez On amusant. voit pour le moment. Oui, l'enfant des 7 mers. Moi j'aime bien tout ce qui est asiatique. J'aime bien l'Asie et ça m'a inspiré cette mer rouge. Voilà, c'est l'inspiration, le côté zen, etc. Car il faut voir le tableau de près parce qu'à l'écran il ne donne pas la stricte réalité. De près, c'est-à-dire qu'il fait quand même 2 mètres sur 2 mètres 50. Exactement. Oui. Et je n'ai vu la couverture du livre de Paul Loup qu'après avoir réalisé le tableau. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout que ça représentait un bateau, etc. Donc c'est qu'on était vraiment en symbiose et qu'on pensait la même chose. Alors là qu'on va voir sous toutes ces coutures maintenant, c'est dans le cercle sacré. Oui. Il y a de la 3D aussi là-dedans, si je puis m'exprimer ainsi. Carrément, on peut appeler ça du haut relief. Voilà, dans beaucoup de mes tableaux, je mets de la 3D, mais depuis des années, des années. Donc le cercle sacré, pour moi, je me suis limité à un cercle, comme le nom l'indique, sacré, dont il pouvait se passer beaucoup de mystères, de choses mystiques. C'était ma vision des choses. Et après, il s'est avéré, et je l'ignorais, Paul Loup m'a expliqué qu'effectivement c'était l'histoire des Indiens, si je me rappelle bien. Le cercle sacré, moi j'ai une propriété pendant des années située dans le cercle sacré. C'est pas du tout un mot par hasard. Chez les Indiens Navarro, c'est un endroit qui est un cercle par rapport au désert peint, un monument de vallée, à toutes les sculptures de rochers qu'ils ont faites, qui portent tous un nom. Il y a dans cet endroit des milliers de rochers que le vent, depuis des millénaires, a façonnés, et chaque Indien, depuis de père en fils, appelle le rocher les 3 missionnaires, l'oreille du vent, et c'est situé exactement dans un cercle. Il y a là un endroit que j'adore, qui est un des endroits, pour moi, l'une des merveilles du monde. Et ce qui est amusant, c'est que Bill Clinton, avant de quitter la présidence, a fait de l'endroit la 8e merveille du monde. Alors que moi, j'y vais depuis 20 ans et que je trouvais ça fabuleux parce que Monument de Vallée, c'est là où John Ford a tourné tous ses westerns. Et grâce à l'argent, d'ailleurs, qui a été gagné, on a fait un hôpital pour les Indiens, on a fait de l'humanitaire. Et dans cette région, il y a là, en Arizona, tout ce que la mystique, la science indienne, l'ancienneté des Indiens ont apporté, y compris les chamans avec la médecine. Mais c'est vraiment un endroit particulier et d'une beauté terrifiante. On peut vraiment avoir le mal de lac Powell. D'ailleurs, le lac Powell, le cercle sacré, change de couleur toutes les heures.
Et ce qui est amusant dans le tableau de mon ami Rowan Kitty, c'est que ça change aussi. C'est-à-dire que ça n'est pas statique. Vous parlez de 3D. Eh bien, quand vous êtes en Arizona, vous regardez le lac Powell, vous avez d'ailleurs, c'est un paysage lunaire, révolutionnaire lunaire, de début du monde. On y voit des dinosaures, on y trouve d'ailleurs des squelettes de dinosaures, on y voit tout. Et c'est pas par hasard que John Ford a été là et que plus tard on a tourné La planète des singes à cet endroit. Tant que nous sommes dans le Far West, Paul Lou, on vous a connu avec ce que vous avez baptisé, mais en tout cas vous étiez le premier dans la vanne, le western financier, hein, avec Cash, avec Monet, avec le Roi Vert. Vous en étiez un peu éloigné, mais vous êtes revenu. Vous allez me dire que l'actualité vous y a peut-être, en tout cas vous a inspiré, hein, avec le Roi Rouge. Vous êtes revenu au western financier donc l'an dernier avec ce roman qui a paru aux éditions du Rocher. Est-ce que ça veut dire que vous êtes revenu dans cette vanne, dans cette inspiration? Je crois beaucoup, au fond, le monde financier. Oui, aujourd'hui on parle, il y a une crise mondiale. Vous savez, Brice, qu'il y a 15 ans, j'ai annoncé cette crise. On n'a aucun mérite. Vous savez, les gens qui sont en avance souffrent beaucoup. Par exemple, Torquemada, ou les gens qui ont dit que la Terre était ronde. Évidemment, il fallait pas le dire. Moi, j'ai dit, le système capitaliste connaîtra une crise aussi grave que le système communiste. Parce qu'il a perdu le sens des valeurs. C'est vrai qu'à l'époque de nos grands-parents, on faisait une entreprise, on avait des gens qui travaillaient, mais ils faisaient partie de la famille. On s'est éloigné de toute humanité dans la société capitaliste moderne. Et la crise est arrivée, et avec elle, son lot d'escrocs colossaux qui a commencé à vendre et à acheter les hommes comme on achète du bétail, et qui ne tenait aucune compte, ni des sentiments, ni même, je dirais, moi qui suis plus capitaliste que communiste, même de l'homme lui-même. L'homme est devenu une marchandise. Il n'avait plus de valeur. Et cette société, moi j'ai écrit ça il y a 15 ans, est condamnée. Elle est condamnée comme l'est le communisme. Elle est condamnée parce qu'elle s'éloigne trop de l'homme, de l'artiste, de l'être humain, du créatif. Parce qu'au fond, si on prend les grands hommes d'affaires de l'époque, c'était les grands créateurs, voire de grands artistes. Ils construisaient un empire sur une idée. Prenons l'exemple, je ne peux pas citer de marque, mais d'une boisson célèbre. C'est un pharmacien qui, à Atlanta, avait mal au cœur. Il voyait ses enfants, il a mis au point et il a lancé une boisson. Une boisson à base de coke. Voilà. Et c'est devenu là. Mais on trouve 1000 exemples. Quand je dis que la grande aventure moderne, ce n'est pas descendre le Kilimanjaro en ski, mais c'est de créer une entreprise en pleine crise en Belgique, c'est vrai que c'est ça la grande aventure. Ça n'est pas... Et on a perdu, aujourd'hui, tout rapport avec l'homme, les idées, la création, les artistes, le sens artistique. D'ailleurs, regardez, quand dans une société, il y a quelques années, vous disiez, quel métier faites-vous? Moi, je disais, je suis romancier. On me disait, mais c'est un métier de clochard. Ce qui, malheureusement, était en partie vrai. Et moi, j'ai transformé ce métier à l'époque, comme dans un western, en lançant dans le monde entier ce que j'ai fait et en gagnant des millions d'euros, comme un industriel l'a fait. Mais aujourd'hui, on est à une charnière, le communisme s'effondre dans le monde entier. Et à mon avis, le capitalisme suit. Donc, ce communisme et ce capitalisme qu'on retrouve donc dans Le Roi Rouge, le roman que vous avez publié l'année dernière, je vous avez demandé si vous n'alliez pas avoir d'ennui avec toutes ces révélations. Alors, a posteriori, 11 mois après. J'ai des ennuis depuis que j'ai 16 ans. C'est pas nouveau, d'ailleurs. On en a largement parlé souvent. Le Roi Rouge est une histoire à 80% vraie. C'est l'histoire d'un homme, Arkady Guetamak, et de l'Angola Gate, qui a fait un faux vrai procès en France, depuis une affaire d'État dont on a aussi largement parlé, où il y a Pasqua, Mitterrand, Attali, moi-même, Guetamak, Falcon, connu aussi sous le nom de l'affaire Falcon. Le juge Courroy, qui s'appelle Cordelette dans le roman. Bon, il est évident que j'ai raconté dans Roi Rouge un peu ce qui s'est passé en ex-Union soviétique, quand le mur de Berlin s'effondre. Tous ces gens qui sortent de nulle part
et qui deviennent des nouveaux riches, mais là où il faut 10 générations en Belgique. Comme Abramovich, par exemple, que j'ai très bien connu, que je connais très bien. Bon, il y a dans le Roi Rouge une histoire vraie. Alors ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. J'ai même reçu certaines menaces, mais ça me fait pas peur. Ça me faisait peur avant, maintenant j'ai passé ce stade. Alors après avoir pris des nouvelles de certains oligarques, Niki va nous donner des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Mylène de Mongeau. Oui, Mylène de Mongeau qui publie avec le docteur Isabelle Sokaloff Le Piège chez Flammarion. Alors c'est un livre de témoignages, c'est l'homme de sa vie, donc Marc Simenon, qui était le fils de Georges Simenon. Donc elle publie ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré pendant plus de 30 ans. Elle a mis sa carrière entre parenthèses, donc cinématographique. Et ce livre raconte un peu son histoire et surtout les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc comment on devient alcoolique, comment on peut s'en sortir, comment se soigner. Je l'ai rencontré pour vous à la foire du livre et nous allons l'écouter ensemble. J'ai essayé d'expliquer aux gens, d'abord grâce à Isabelle, on a toutes les deux, en faisant une conversation de femmes très très libres autour du problème de l'alcool, on a essayé d'évoquer tous les problèmes, parce que les gens n'arrêtent pas de me dire comment devient-on alcoolique, quelles sont les prémices, de quoi il faut se méfier. Donc tout ça, on leur donne des clés. Mais là où je voulais, j'avais besoin de m'exprimer, c'est que mon mari, Marc Simenon, donc le fils de Georges Simenon, qui d'ailleurs lui-même était un très gros buveur, on peut même se demander s'il n'était pas légèrement alcoolique, mais comme il avait un caractère de feu de Dieu, quand il sentait qu'il était sur la frange de basculer dans quelque chose de plus grave, il s'arrêtait net et il restait 2 mois, 3 mois sans boire une goutte d'alcool. Et puis quand il était bien nettoyé, si on peut dire, il recommençait. Bon, Marc a dû certainement dans son subir une hérédité. Je pense que dans tous les facteurs d'alcool, il y a aussi une hérédité, une vie très ballottée, très bousculée. Et ce que j'essayais d'exprimer à travers mon témoignage, parce que j'ai vécu 35 ans avec cet homme que j'adorais, que je n'ai pas quitté, alors qu'il y a beaucoup de gens qui craquent à un moment donné et qui foutent le camp. Et moi, je n'ai pas craqué parce que à partir du moment où il n'a plus été dans le déni, à partir du moment où il s'est soigné, à partir du moment où il a essayé de s'en sortir. J'ai vu un homme qui souffrait beaucoup de sa maladie. Et c'est pour ça que j'étais à côté de lui, parce que, évidemment, je souffrais aussi de sa maladie, parce qu'on est 2 à souffrir dans ce genre d'expérience. Mais je trouve très beau que quelqu'un souffre d'une maladie, essaye de s'en sortir, et puis le piège est qu'on n'y arrive pas. Voilà, Mylène de Mongeau, donc le piège, l'alcool n'est pas innocent, qui vient de paraître chez Flammarion. Je vous rappelle comme toujours que l'intégralité de nos rencontres, vous pouvez les regarder et les écouter sur Liberty Tube. Une expression que tu détestes, c'est sans transition aucune, puisque nous passons de l'alcool au livre pour enfants. Alors, c'est aussi une drogue, mais c'est pas la même. Celle-ci, donc, c'est toujours dans les éditions Baliverne, donc les coups de cœur que j'avais rencontrés à la foire du livre, c'est Camille Crocodile. Vous aimez les livres pour enfants, Paul Wousselizet? Beaucoup, parce que celui qui n'est pas un enfant ne rêve pas. Et vous? Moi, j'adore, et encore dernièrement, j'ai été contacté par LOL, qui est un langage d'adolescent, etc. Oui, LOL, c'est un mot. Et ça me fait énormément plaisir, donc je vais faire quelque chose pour eux, quoi. Alors ici, c'est l'histoire de Camille Crocodile qui va faire une rentrée scolaire. Ça va pas très bien se passer pour elle. Et comme toujours, chez Baliverne, ce sont des choses très colorées. Je ne vais pas dire comme les tableaux de Georges Kitty, mais ça donne de la bonne humeur. Oui, oui, je me trompe. Ou Frecht, c'est la même chose. Donc c'est très coloré, ça donne envie, ça donne de la bonne humeur, c'est très dynamique et les petits personnages sont vraiment adorables. Alors voilà, Camille Crocodile et sa maman, et vous avez comme ça toutes ces pages bien remplies, donc tous les dessins, les illustrations en pleine page. Voilà, et donc c'est les éditions Baliverne. J'enchaîne avec Alice Jeunesse, qui est aussi une maison d'édition belge, parce que nous avons pas mal de maisons d'édition pour les enfants. Nous avons des talents. Voilà, et ça pas des talents cachés, parce qu'ils existent quand même depuis quelques années. Et là, c'est l'histoire de la course à la poule, et c'est évidemment encore des crocodiles, parce que moi j'aime bien les crocodiles, ils vont courir après cette petite poule, parce qu'elle a volé une trottinette. Là aussi, les illustrations sont magnifiques,
plus dans les tons pastels, et ils vont se rendre compte que cette petite poule, en fait, elle a volé la trottinette parce qu'elle devait absolument prendre l'avion, et c'est grâce à elle qu'ils vont pouvoir aller faire un petit tour, et donc ils ne savaient pas, et voilà. Donc, et comme on aime bien les poules. Voilà, la course à la poule, donc chez Alice Jeunesse. Alors juste avant de conclure, je voudrais avoir une pensée pour Maurice Druon. On a maintes et maintes fois dit, j'espère qu'on va le dire un peu moins maintenant qu'il est malheureusement parti. Oh, c'est une personnalité qui a parfois été un peu contestée, il avait une façon de parler un peu directe. Très direct. Oui, mais enfin, on l'a aussi dit beaucoup sur Jean-Paul Sartre, je crois que maintenant qu'il est parti, plus personne ne le souligne. On gardera de lui évidemment énormément de romans, mais c'est, et ça restera, je crois surtout, les Rois maudits qui ont été réédités chez Plon suite au remake de la série qui avait été diffusé en télévision il y a 1 an ou 2, je crois, tout juste, oui, il y a pas longtemps. Messieurs, merci. De la plume au pinceau, donc un écrivain, un peintre. Cette exposition donc aura lieu, je regarde pour ne pas tromper, à Dolce la Hulpe. Le Dolce de la Hulpe. Au Dolce de la Hulpe. Donc la Hulpe, c'est tout contre Bruxelles, oui. Dans l'approche Très banlieue, bien sûr, très vert. Donc c'est du 15 mai au 20 juin. Effectivement. 2009. Un peu plus d'1 mois. Oui. Et ensuite, ce sera aussi en France, je crois. Après, c'est une tournée qui va démarrer et la prochaine, bien entendu, sera à Paris. On a commencé où l'artiste était d'origine et puis on va chez l'écrivain qui est à Paris. Oui. Et on va faire ça va suivre après, je l'espère, en Asie et ailleurs, malgré l'environnement, parce que c'est très positif. C'est une exposition positive, comme mes livres sont positifs. Je reçois des milliers de gens par année qui me disent grâce à toi on s'est ruiné, grâce à toi on a fait fortune. Voilà. On a créé une entreprise. Et on va terminer sur une petite anecdote, un extrait d'interview de Juan Kitty que j'avais lu, qui se rapporte à votre rencontre. Je lui avais fait cadeau d'une réalisation inspirée par le livre Monet. Je lui ai dit, un peu gêné, ce n'est qu'une petite toile. Il m'a répondu avec beaucoup d'autodérision, ne vous inquiétez pas, je ne fais que de petits livres. Mais je vais vous dire une chose, pour terminer sur une note humoristique. On a cambriolé mon bureau il y a 8 ans. Et cette fameuse toile a été le seul objet volé dans le bureau. Comme quoi, c'est pas mal pour lui. Messieurs, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Rendez-vous donc très bientôt à Bruxelles, à la Hulpe, jusqu'au 20 juin. Ouais. À bientôt. Voilà.